je pense qu'on va commencer. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Puis, je me présente, je m'appelle Caterina Milani, je coordonne les initiatives internationales pour les YMCA du Québec. Et ça me fait très plaisir, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans ma première animation virtuelle. Donc, je vous remercie d'avance pour votre compréhension face aux détails techniques qui pourraient ne pas fonctionner. Et je vous invite à me faire part de vos commentaires si vous trouvez que je parle trop vite, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires ou mal expliquées, et je vais me rattraper dans les prochains. Donc, en ce qui concerne notre activité d'aujourd'hui, c'est le premier d'une série de 3 webinaires qu'on a mis sur pied dans le cadre du collectif de la société civile québécoise qui participe à la COP 26. Mais là, peut-être que certaines personnes parmi vous ne sont pas nécessairement familières avec le collectif. Qu'est-ce que les collectifs de la société civile? C'est un partenariat, ça a été mis sur pied et organisé par un partenariat entre les YMCA du Québec, la FTQ, la COSI, qui est l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, Oxfam Québec, SUCO et le Comité de solidarité Trois-Rivières. Donc, plusieurs partenaires se sont mis ensemble dans le but d'organiser et d'organiser, en fait, de mettre sur pied, de former et d'accompagner des collectifs de la société civile québécoise dans le but de participer activement à des événements à caractère international où la société civile mondiale est mobilisée. C'est des collectifs qu'on réalise depuis plus de 10 ans avec différents partenaires selon les thématiques des événements internationaux auxquels on participe. Maintenant, pourquoi on a décidé de mettre sur pied ces 3 webinaires-là? C'est qu'on trouvait important de garder nos participants et nos futurs participants informés, à jour et mobilisés sur les questions, bien sûr, liées au changement climatique et à l'impact que la pandémie va avoir sur ceux-ci. Pour ceux qui seraient intéressés par la suite à avoir plus d'informations, particulièrement sur le collectif, je vais inscrire dans le chat l'adresse web à laquelle vous pouvez recevoir plus d'informations ou vous inscrire éventuellement. Maintenant, pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre invité et camarade, Eddie Pérez. Eddie est quelqu'un qui est très connu, mais pour ceux qui le connaissent peut-être un peu moins bien, qui connaissent moins bien son parcours, je vais quand même me permettre de vous lire sa biographie. Eddie Pérez s'est joint au réseau Action Climat, donc à CANRAC, en janvier 2018. Après avoir travaillé à Genève avec le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, tout en complétant sa maîtrise en gouvernance climatique. Il possède de l'expérience en diplomatie climatique. Il fait notamment partie du groupe consultatif canadien sur l'environnement pour l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Lors des conférences climatiques à l'ONU, Eddie est responsable de la rédaction des politiques, l'analyse et le suivi des négociations pour le réseau Action Climat Canada au sein de l'équipe du gouvernement du Canada. Donc, on est très privilégiés d'avoir Eddie avec nous aujourd'hui et sans plus tarder, dans quelques instants, on va lui passer la parole, mais j'aimerais laisser Patrick Rondeau, notre partenaire, vaillant partenaire de la FTQ, vous expliquer juste un peu les modalités du webinaire aujourd'hui de façon à ce que ça fonctionne bien pour tout le monde. Merci. Pat? Merci, Caterina. Alors, c'est moi, c'est le vaillant partenaire. Merci. Écoutez, juste vous expliquer comment on va fonctionner aujourd'hui. Si vous n'êtes pas habitué avec Zoom, je vous invite à balayer là, avec la souris de votre écran. Donc là, vous allez avoir un menu qui va apparaître dans le bas. Parce qu'on a muet, arrêté la vidéo, participants, conserver, converser, etc. Je vous invite à cliquer sur participants. Donc, si vous faites ça, vous avez un menu qui apparaît à votre droite avec le nom des participants de cette rencontre. Si vous balayez votre propre nom, vous allez avoir une option muet et plus. Je vous invite à cliquer plus et à mettre à côté de votre nom, votre organisation, le cas échéant. Si vous n'avez pas l'organisation, ce n'est pas grave, mais si vous en avez une, de le mettre, ça va nous aider à savoir un peu plus qui vous êtes. De la même façon, ce qu'on va faire, c'est que Eddie va faire toute sa présentation d'un coup et par la suite, il y aura une période d'échange. Lors de la période d'échange, ce qu'on vous invite, c'est de lever la main pour prendre la parole. Donc, dans le même menu participants, si vous regardez complètement là-bas, en bas de la liste, dans le bas de la liste, vous avez 3 onglets « Inviter »,« Me mettre en sourdine » et « Lever la main ». Si vous cliquez sur « Lever la main », ça vous permet là, de prendre un tour de parole. Donc, on vous invite à faire ça
pour pouvoir prendre la parole. Si jamais en cours de route, vous dites, écoutez, moi, je ne trouve pas ça, là, ces affaires-là, faites-vous valoir, là, dites-le nous là, et on va s'arranger, c'est pas très grave. Donc, on vous invite de fonctionner comme ça. Même chose si vous faites converser dans le menu à côté de participants, bien là, vous avez la boîte de dialogue dans laquelle Caterina va effectivement mettre les coordonnées pour joindre le collectif si ça vous intéresse. Si jamais en cours de route, vous avez une intervention, une question qui vous brûle et vous dites il faut absolument que je la pose, sinon je vais l'oublier, je ne m'en sortirai jamais. On vous invite à ne pas interrompre Eddie, mais de l'écrire dans la boîte de conversation. Et à ce moment-là, on pourra récupérer les questions à la fin de l'intervention de Eddie. Donc voilà, Caterina, je te retourne le tout. Merci beaucoup, Pat. Donc, maintenant, je vous laisse entre très bonnes mains avec Eddie. Il y aura bien sûr une période de questions par la suite. Donc, bonne aventure à tout le monde et merci, Eddie, d'être avec nous. Je te laisse la parole. Merci, Caterina. Merci, Pat. Tout d'abord, je m'appelle Eddie Pérez. Je suis responsable des politiques internationales pour les réseaux Action Climat. Pour moi, c'est toujours une fierté, en fait, et un privilège de travailler avec des collègues aussi passionnés comme Caterina, Pat, Denis et tous ceux et celles qui font partie du collectif. Puis c'est clairement un privilège pour deux raisons. La première, c'est que rarement en juin, au courant d'une année, là, rarement dans le monde entier, on parle de COP. Mais il y a un endroit dans le monde où on arrive à utiliser le contexte actuel pour ramener l'importance d'une COP et c'est le Québec. C'est vraiment grâce à la société civile là-dessus. Je tiens aussi, avant de continuer ma présentation, de dire que je suis aussi solidaire avec les différentes manifestations actuelles contre le racisme. C'est quand même quelque chose d'important. Ça ne concerne pas juste des politiques anti-immigration ou anti-noirs. Le racisme affecte toutes les facettes de la vie, puis le racisme est intimement lié aussi à la crise climatique. Je vais partager mon écran. Puis je suis comme aussi responsable de accueillir les gens. Donc, vous allez m'aider, en fait. Vous allez me dire si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez? Vous voyez mon écran? OK. Puis, je vais juste voir s'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Je ne sais pas, en fait. Bon. OK. Donc, alors, en réfléchissant à la question de la COP et des concepts de base, je me suis posé la question suivante. Pourquoi en parler en ce moment? Qu'est-ce qui fait que la COP 26 demeure toujours un sujet d'actualité? Puis, j'appelle cette petite présentation-là la COP 26 et nous. Puis, en ce qui concerne la présentation que je vais faire, je vais d'abord vous expliquer un peu les concepts de base de la COP, mais aussi comment le contexte actuel de la COVID-19, de la crise sanitaire mondiale, les éléments en lien avec la résilience, informent l'information que je vais vous partager aussi. Je souhaite également présenter la COP. Brièvement, c'est quoi? En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on veut atteindre en organisant ces rencontres-là? Les négos, la part de la société civile, puis je vais finir avec quelques réflexions. Donc, la COP, c'est quoi? La COP, c'est en fait, c'est une convention de pays qui regroupe 190 États qui s'entendent en fait sur l'importance de discuter des questions climatiques et puis des façons de faire afin de répondre à ces questions climatiques-là. Cela existe depuis 25 ans. On s'enlignait vers la COP 26. C'est 27 000 délégués.
Elle coûte autour de 100 millions de dollars par année. La COP25, juste à titre d'exemple, les négociateurs et négociatrices qui étaient présents sont restés là 44 heures de plus avant la conclusion des travaux. Donc, c'est des périodes intenses de négociation. On estime à peu près, lors de la COP25, par exemple, que près de 500 000 personnes ont participé à différentes manifestations. Et puis, lors de la dernière COP, il y avait 200 délégués qui ont été expulsés de la COP à cause de différentes manifestations dans les rues de Madrid. En soi, la COP est un espace avec beaucoup d'acteurs représentant plusieurs pays et le lieu par excellence où on peut parler de changement climatique. Donc, la COP26, elle a été impactée en fait par la COVID-19, comme tous les autres grands événements internationaux. On a su aujourd'hui en fait que l'Assemblée générale des Nations unies, qui se tient chaque année en septembre, a aussi été suspendue et qu'il y aura plutôt des rencontres virtuelles entre les États. Eh bien, pour la Convention climatique, on a décidé de repousser la COP 26 de 18 mois, donc elle aura lieu seulement en novembre 2021 à Glasgow. Et donc, la COP en soi, ce n'est pas un moment isolé, en fait. Elle s'accompagne aussi des grands moments internationaux. Puis je vous ai montré ici le calendrier, en fait. Excusez-moi, Eddie, je vais t'interrompre un instant juste parce que ton micro gringe beaucoup. Je ne sais pas si c'est possible de le décoller ou de le décaler un peu. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça va? Très bien, merci. Merci pour ça, Katharina. Alors, la COP en soi, c'est pas un moment isolé. La COP, elle ne se passe pas. En fait, elle est influencée par d'autres moments qui se passent autour de ces grands moments multilatéraux. Puis, je vous montre ici un calendrier, en fait, le calendrier avant la COVID-19, comment ça avait été organisé. Donc, on voit ici, par exemple, les différentes rencontres ministérielles, la marche sur le climat qui était organisée pour le 24 avril. On remarque les moments de négociation qui se tiennent chaque année pendant l'été, l'Assemblée générale des Nations unies, les rencontres du GIEC, les rencontres sur la biodiversité, le G20, le G7. Chacun de ces moments-là a une influence, en fait, sur la COP26 ou sur les COP en soi. Et donc il faut toujours tenir en considération sur pas juste qu'est-ce qui se passe dans une COP, mais comment la COP s'organise d'avance. Donc, une fois qu'on est à la COP, il y a des objectifs quand même assez précis, ce qu'on appelle les négociations. Et donc, depuis 25 ans, les États se rencontrent pour s'entendre sur comment ils peuvent répondre à 3 objectifs. Le premier, c'est de contenir l'augmentation de la température en dessous de 2 degrés par rapport au niveau préindustriel et poursuivre ces efforts-là afin de limiter la hausse de température à 1,5 degrés Celsius. B, viser un pic des émissions mondiales dès que possible. Puis C, parvenir ensuite à une diminution rapide des émissions en s'appuyant sur les meilleures données scientifiques disponibles. Alors, la COP, donc, c'est un moment de 25 000 personnes, mais les 190 pays qui sont représentés sont là pour s'entendre sur comment ils vont collectivement atteindre ces objectifs-là. Et donc, la COP, elle est aussi le lieu où se discute ce qu'on appelle l'accord de Paris. L'accord de Paris en soi, c'est un effort multilatéral, en fait, qui a permis à certains États de s'entendre sur de quelle façon ils souhaitaient limiter la température à 1,5 degrés Celsius, de quelle façon ils allaient s'entraider afin d'implanter les plans climatiques à l'échelle nationale et comment les États allaient renforcer leur capacité mutuellement entre eux afin d'implanter cet accord-là. L'accord de Paris, ce n'est pas le seul accord de la COP. Il y a aussi l'accord de Kyoto que plusieurs ici
vous connaissez. L'accord de Kyoto dont le Canada s'est retiré il y a une décennie. Eh bien, l'accord de Paris, c'est un nouvel effort multilatéral qui a permis en fait à ce qu'on appelle la diplomatie climatique de se renouveler. Et donc, l'accord, il est aussi divisé par articles. Et je vous présente ici les différents articles que je considère sont les plus importants dans le cadre de cette présentation-là. Mais en soi, ce qui... Attendez, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Bon, désolé. Merci. Et donc, les différents articles de l'accord de Paris représentent différents engagements. Et donc, chaque article demande à ce que les États fassent des compromis sur la façon dont les plans climatiques vont être implantés à l'échelle domestique et comment les États vont coopérer à l'échelle internationale. Et donc, par exemple, l'article 4, cela fait partie de ce qu'on appelle les plans climatiques nationaux. Donc, comment le Canada, par exemple, va implanter ses objectifs, ses cibles de réduction des émissions. L'article 6, c'est l'article sur l'achat de crédits de carbone. L'article 7, c'est lié à l'adaptation. L'article 9, c'est lié à la finance climatique, la solidarité internationale, l'aide internationale. L'article 10, c'est lié aux efforts pour aider les pays les moins avancés, les pays en développement, renforcer les technologies. L'article 13 parle de renforcement des capacités. L'article 14 est un article extrêmement important parce que cela engage les États à chaque 5 ans réviser vers la hausse les objectifs qu'ils se sont donnés. Puis l'article 15, c'est la reddition des comptes. Donc, comment, si par exemple le Canada ne respecte pas ses engagements, quelles pourraient être les conséquences pour le Canada s'il ne parvient pas à faire ce qu'il avait promis de faire. Donc, la COP en soi, elle est aussi le résultat de négociations qui ont lieu depuis 25 ans. Autrement dit, ça fait 25 ans qu'on parle de solidarité internationale. Ça fait 25 ans qu'on parle de réduction des émissions. Ça fait 25 ans qu'on parle de comment est-ce qu'on va aider les pays les moins avancés. Eh bien, chaque année, ces négociations-là qui sont lourdes, parfois qui sont difficiles, qui demandent beaucoup de compromis, elles avancent de façon quand même assez lente. Et puis, par exemple, ce que je vous montre ici, c'est l'évolution des négociations depuis 2015. Donc, en 2015, il y a eu l'adoption de l'accord de Paris. En 2016, il y a eu la ratification et l'entrée en force de l'accord de Paris. En 2017, il y a eu le dévoilement du rapport du GIEC sur l'augmentation de température de 1,5 degrés Celsius. En 2018, il y a eu l'entente sur les règles de l'accord de Paris. En 2019, donc la COP qu'on a eue l'année passée, une COP extrêmement difficile, ça a été une COP différente parce qu'il y avait, en fait, c'était comme une année hybride. On n'avait pas vraiment un agenda précis, mais on a quand même réussi à avoir différentes décisions par rapport, par exemple, au lien entre les changements climatiques et la protection des océans. Et la COP 26 était supposée d'être comme la COP qui donnait vie à l'accord de Paris. Autrement dit, on avait déjà adopté les règles, on avait déjà le rapport sur le 1,5, on avait déjà l'accord de Paris qui était entré en vigueur. Eh bien, c'était le moment d'implanter ce qu'on s'était dit qu'on devait faire. Puis c'était aussi le moment pour qu'un pays comme le Canada présente le plan climatique en lien avec les objectifs de la Convention. Alors, malgré ces 25 ans de négociations, malgré ces rencontres-là entre 190 pays, malgré le fait qu'il y a 25 000 personnes qui se déplacent, malgré le fait qu'il y avait 500 000 personnes qui sont sorties à Madrid pour manifester, on se rend compte que les plans climatiques demeurent insuffisants. Autrement dit,
on s'enligne en fait vers une augmentation de température au-delà des 3 degrés Celsius avec les plans actuels. On s'enligne également vers un monde qui pourrait avoir un monde avec une augmentation de température qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur les populations les plus vulnérables. Et, jusqu'à très récemment, vraiment, il y avait la volonté politique afin de implanter les objectifs de l'accord de Paris était vraiment remise en doute. Patrick, qui était à la COP25, peut s'en rappeler à quel point c'était frustrant de voir que malgré les grandes mobilisations, les États présents ne voulaient rien entendre d'ambition. Alors, pour toutes les raisons que j'ai présentées en ce moment, le fait que la COP26 ait été repoussée de 18 mois, ça représente une décision majeure pour la diplomatie climatique, pour l'action climatique de façon générale. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur l'avancement des travaux de la Convention. Je vous ai montré en fait comment, à quel point il y avait des points de discussion qu'on négocie pendant 25 ans. Eh bien, un an sans discussion, ça représente un an où on ne peut pas avancer sur ces sujets-là, notamment par exemple, les enjeux liés à la finance climatique. Mais le deuxième impact, c'est qu'il y a la perte potentielle du momentum autour de la COP. Je vais accepter une nouvelle personne qui veut se joindre à nous. Et donc, il y a aussi la perte potentielle du momentum. Autrement dit, l'accord de Kyoto dont le Canada s'était retiré avait vraiment laissé un goût amer à la diplomatie climatique et les États ne voulaient pas s'engager. L'accord de Paris avait représenté un renouvellement d'énergie, mais cet accord-là, il se base réellement sur la volonté ferme des États de maintenir le momentum autour de l'accord de Paris puis autour des COP. Eh bien, sans une COP cette année, il y a vraiment une perte potentielle du momentum et donc on peut se poser des questions sur comment est-ce que ce momentum peut être rebâti. Le troisième impact, c'est qu'il y a un retard consécutif des travaux inachevés et en fait, le fait que la COP26 soit repoussée de 18 mois, ça représente aussi la deuxième COP qui est impactée par des événements externes. Vous vous rappelez que lors de la COP25, pour ceux ou celles qui ont suivi ce développement-là, devait avoir lieu à Santiago et ça a dû être repoussé pour Madrid, en fait. Et donc, là, on revoit, en fait, en 2020, qu'un autre événement extérieur, évidemment beaucoup plus lié à des causes externes, une pandémie, elle a aussi eu un impact consécutif sur la COP26 et pour la deuxième fois, on voit un événement aussi important perturbé par des causes externes. Et donc, ça crée des retards consécutifs des travaux dont on n'a pas vraiment été capable de conclure lors des dernières COP. Puis le dernier impact, c'est qu'on planifie les COP 2-3 années à l'avance. Autrement dit, les pays se sont entendus que si la COP 26 devait avoir lieu dans un pays de l'Occident, la COP 27 devait avoir lieu dans un pays du continent africain. Alors, si la COP est repoussée d'un an, ça veut dire que la COP 27 va se tenir en fait dans 2 ans. Et une COP, c'est aussi un moment politique important pour le pays qui a la responsabilité de l'accueillir. Vous m'excuserez un moment. Donc, parce que le pays veut s'afficher, elle veut manifester en fait à quel point c'est un leader climatique. Eh bien, pour l'Afrique, c'est super important parce que c'est un pays en fait c'est un continent en fait qui est en pleine expansion en matière de diplomatie climatique. C'est un continent où il y a plusieurs pays comme l'Éthiopie, comme l'Égypte, comme le Maroc qui de plus en plus prennent de plus en plus de place à l'intérieur des grands sommets internationaux. Et donc, il y avait vraiment beaucoup d'attentes auprès de la COP27. Et donc, voilà des impacts importants à tenir en considération.
Mais il faut revenir à la base. C'est que la COP en soi, euh, au-delà des enjeux politiques, c'est aussi le lieu où les États s'engagent sur les mesures pour limiter la hausse de température à 1,5 degrés Celsius. Je vous amène en fait cette image-là parce que ce que ça représente, c'est l'importance de considérer à quel point une augmentation de température au-delà de 1,5 degrés Celsius aura des impacts majeurs sur notre santé, sur la résilience de nos économies, sur les populations les plus vulnérables, surtout sachant que les plans climatiques actuels nous mènent vers des augmentations de température au-delà des 3 degrés, ce qui aurait un impact hyper important sur nos océans, sur la biodiversité, sur la santé des populations, etc. Donc, il faut toujours se rappeler qu'il y a un moment politique, mais il y a aussi les objectifs scientifiques qui doivent nous informer lorsqu'on parle des COP. Donc, la COP 26 en tant que telle, comme toutes les COP, doivent passer ce qu'on appelle un test de la crédibilité. Et la crédibilité actuelle, elle se lie par le contexte politique qui nous entoure. Et donc, là, je vais faire un petit lien sur le deuxième webinaire pour commencer à vraiment se situer, en fait, puis on reviendra la semaine prochaine sur comment le Royaume-Uni est en train de planifier la suite des choses. Mais le texte de crédibilité actuel se base sur ce qui est déjà passé, les résultats de la dernière COP, puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et ça, c'est la COVID-19 qui nous transforme. Pourquoi? Parce que ces impacts, un instant avant que je fasse ce petit point, je vais admettre Michel. Pourquoi? Parce que les impacts de la COVID-19 sont injustes comme pour la crise climatique. Parce qu'il y a eu aussi un impact important sur les gaz à effet de serre. La crise sanitaire et ses effets sur l'économie ont entraîné des réductions des émissions de gaz à effet de serre substantielles de l'ordre de 4 à 8 %. Mais il s'agit seulement d'une réduction qui n'a pas de lien avec les changements systémiques. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de réduire ces émissions-là. C'est parce que la COVID-19 nous a forcés à arrêter. Elle a vraiment forcé l'arrêt des industries, elle a vraiment forcé l'arrêt du transport. Et donc, pour ces raisons-là, il y a eu ces réductions substantielles des gaz à effet de serre. Il s'agit de la plus importante baisse des émissions jamais observée, mais comme je l'ai dit, c'est temporaire. Et puis, après la discussion là-dedans, c'est qu'est-ce que ça veut dire si on veut limiter la hausse de température à 1,5 degrés Celsius? Eh bien, certains pourraient croire qu'il faudrait en fait vraiment qu'on vive ces moments-là de COVID-19 pour qu'on transforme réellement comment les émissions de gaz à effet de serre sont émises. Eh bien, en fait, non. La suite des choses va être un choix politique majeur dont on doit vraiment tenir en considération de comment les industries, comment les systèmes, alors qu'ils préparent la relance, peuvent s'aligner vers des voies de développement qui nous permettent de limiter la hausse de température à 1,5 degrés Celsius. D'ailleurs, ces genres d'analyses ont été effectuées par différents chercheurs à l'échelle mondiale afin de considérer en fait comment la COVID-19 pouvait informer nos politiques climatiques. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a vraiment une opportunité pour s'assurer que les plans climatiques à l'échelle mondiale s'alignent de façon collective vers des politiques qui nous permettent de limiter la température à 1,5 degrés Celsius si on conditionne en fait ces plans climatiques-là, si on aligne en fait comment l'aide financière est effectuée. Et là, évidemment, c'est des questions, mais la COP 26 en tant que telle, elle doit représenter en fait cette plateforme qui permet aux États de prendre ces engagements-là. Et donc, c'est pour ça que les prochains 18 mois devront être informés par la situation actuelle afin de voir comment le moment où les États vont venir échanger entre eux pour discuter de comment ils vont contenir la hausse de température, c'est vraiment à la COP 26 où
Un pays comme le Canada devra dire qu'il s'aligne en fait avec une voie de développement de 1,5 degrés Celsius avec les politiques en lien avec la relance. Donc, le test de la crédibilité de la COP26 est aussi lié au fait que la COVID-19 représente un wake-up call pour le gouvernement parce qu'on s'est rendu compte à quel point cette pandémie-là, elle révèle les injustices à l'intérieur de nos systèmes sociaux, de nos systèmes économiques et à quel point les impacts sont beaucoup plus ressentis auprès des communautés les plus vulnérables. Mais on s'est aussi rendu compte que les systèmes actuels ne sont pas résilients, qu'ils ne nous permettent pas de prendre soin de la population. Alors, comment est-ce qu'on peut s'appeler ambitieux en matière de politique climatique si on n'est pas capable de protéger notre population? C'est aussi un wake-up call pour le multilatéralisme et la coopération entre pays. Parmi les plus grands constats qu'on a fait depuis le début de la pandémie, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'engagement entre États pour répondre à l'urgence liée à la COVID-19. Et donc, ça dévoile aussi à quel point, par exemple, lorsqu'on parle des pays comme les États-Unis, comme le Brésil, comme l'Arabie saoudite, qui sont en position d'autorité, continuent de vraiment interrompre ou perturber l'avancement des politiques des négociations climatiques. Merci, Julie. Bonjour. De l'avancement des négociations climatiques à l'échelle mondiale. Et ce qui est vrai pour la réponse mondiale à la COVID-19 est aussi vrai pour la réponse mondiale pour les crises futures, notamment celles qui sont associées à la crise climatique. Mais c'est aussi un wake-up call pour la société civile. Parce que, à vrai dire, la COP en soi, même si on a l'impression que c'est un événement où il faut participer pour faire avancer les choses, elle dépend nécessairement des acteurs qui sont sur place. Autrement dit, la volonté d'agir, ce n'est pas la COP qui l'offre, c'est les gens qui sont présents qui font en sorte que ce lieu-là est utilisé pour faire avancer des politiques climatiques. Je vous donne un exemple. La reconnaissance de la limitation de température à 1,5 degrés Celsius, ça, c'est vraiment un geste que les États insulaires ont toujours mis de l'avant. Pourquoi? Parce qu'ils savent que même lorsque la température globale atteint le 1,3 degrés Celsius, les impacts en matière de changement climatique auprès des États insulaires sont dévastateurs. Et donc, la COVID-19 nous a forcés à arrêter nos activités, mais cela n'a pas ralenti les impacts ressentis liés au changement climatique. Il y a eu, pendant le temps de cette pandémie, des inondations en Afrique de l'Est, au Bangladesh, et pour les pays les moins avancés, la crise climatique est une réalité au quotidien. Donc, pour nous, pour la société civile, c'est un wake-up call pour repenser en fait comment est-ce qu'on veut s'engager, pas pour la COP, mais pour que nos États, pour que nos dirigeants puissent mener, en fait, d'abord s'entendre sur des objectifs ambitieux en lien avec les objectifs à long terme de l'accord de Paris, mais aussi porter la voix de ces citoyens et citoyennes qui demandent une action climatique juste et ambitieuse en même temps. Alors, je vais juste commencer à conclure pour ramener ça au Canada. Parce qu'il faut réfléchir à comment nous, en tant que société civile au Canada, on veut s'engager dans les prochains mois et quelle est la part juste du Canada, en fait, dans l'action climatique globale. Je vous dirais que le Canada, il a une dette écologique beaucoup plus grande que sa capacité à réduire les émissions des gaz à effet de serre jusqu'à maintenant. Et donc, pour que le Canada fasse sa juste part, il doit commencer par réduire de 60% ses émissions par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030 et atteindre la décarbonisation de son économie d'ici 2050. Et le Canada doit aussi donner de l'argent, du soutien aux pays en développement, autour de 4 milliards de dollars états-uniens par année en financement climatique. Pourquoi?
parce que comme la dette canadienne est vraiment grande, même si le Canada réduit de 60% ses réductions des gaz à effet de serre, il ne sera pas capable de compenser pour toutes les émissions de gaz à effet de serre que le Canada a émis de façon historique et qu'il continuera d'émettre d'ici 2030. Donc, il doit compenser en aidant les autres États à répondre à la crise climatique au travers des projets d'atténuation et d'adaptation. Finalement, je termine avec cette image qui représente comment, à l'échelle mondiale, des États se sont déjà engagés en fait à revoir vers la hausse leur plan climatique en lien avec leurs engagements à l'intérieur de la COP, de la Convention, mais aussi de l'Accord de Paris. Actuellement, il y a 7 pays seulement qui ont déjà émis ou présenté de nouveaux engagements politiques. Il y a un pays qui a proposé un nouveau plan. Il y a 7 pays qui ne vont pas réviser leur plan climatique et qui vont se baser sur leurs anciens plans, ceux qui sont liés à une augmentation de température au-delà de 3 degrés Celsius. Puis il y a 174 pays, dont le Canada, qui n'a pas encore annoncé qu'il souhaite réviser ses objectifs. Alors, on est vraiment dans une situation où, pour les 18 mois prochains, il va falloir repenser comment, premièrement, l'agenda climatique, elle devient l'enjeu prioritaire alors que les États répondent à la crise actuelle de la COVID-19 et relancent leurs économies. Deuxièmement, comment l'Angleterre va utiliser sa force, son pouvoir diplomatique pour faire en sorte qu'à l'intérieur de d'autres rencontres multilatérales comme le G7 et les G20, qui seront présidées par le Royaume-Uni et par l'Italie, comment ces moments-là peuvent aussi prioriser les enjeux climatiques. Et troisièmement, comment est-ce qu'on peut faire ces gestes, ces actions-là dans le futur en tenant en considération des questions en lien avec la justice climatique. Comment est-ce qu'on peut aider en fait les États qui ont été le plus impactés par la COVID-19 à contribuer de façon ambitieuse aux efforts de la Convention climatique et aux objectifs de l'accord de Paris. Donc, voilà. C'est ma présentation. Je vais essayer de revenir ici. Je ne sais pas, attends. Caterina, tu... Oui. Oui. Good. Merci beaucoup, Eddie. C'est vraiment très précieux et très dense comme information. Je n'essaierai pas de repositionner tout ça ou de le réexpliquer. Par contre, je retiens vraiment, lorsque tu termines en disant qu'il y a un choix politique majeur à faire au niveau de la relance. Donc, ça, c'est quelque chose qui est concret, c'est quelque chose sur lequel on peut tous et chacun agir en ce moment, peu importe le domaine, le secteur dans lequel on se trouve, c'est-à-dire essayer de garder ça en tête quand on réfléchit. Et l'autre chose qui nous touche particulièrement en tant que collectif ou futur collectif de la société civile québécoise, c'est le wake-up call pour la société civile. C'est clairement quelque chose, c'est clairement une poignée que nous, on a. Donc, cette volonté-là d'agir, des gens qui seront présents à la COP, ce travail dès maintenant, je dirais, a déjà commencé à se travailler depuis plusieurs années, mais c'est quelque chose qui continue à se travailler et c'est absolument pas le temps d'abandonner cette réflexion-là, cette pression-là et ce calcul-là qu'on doit continuer à faire. Donc, de repenser notre engagement face à nos États, de rester vigilant par rapport à ce qui va être proposé, mais de garder la pression sur nos États devient quelque chose d'important pour les sociétés civiles, si je te comprends bien. Oui. Une autre chose qui est qui nous parle beaucoup en tant que, je dis pour notre organisation, les YMC du Québec, en tant que membre actif de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, c'est tout l'impact de la dette écologique du Canada qui a une responsabilité majeure face dans sa contribution à la finance climatique de façon à appuyer les pays les plus vulnérables et tous les impacts que ça peut causer. Donc, le Canada a une responsabilité. Nous, en tant que Canadiens, on a tous une responsabilité de peser un peu sur nos gouvernements pour justement
que cette responsabilité-là se mette en œuvre et se traduise en termes de financement. Donc, c'était beaucoup de choses intéressantes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient souhaité profiter de la présence d'Eddie pour lui poser des questions spécifiques par rapport à son intervention aujourd'hui. Bon, mais il y a une question qui m'a été posée en privé qui dit, est-ce que c'est vrai que nous sommes à 1,5 Celsius depuis octobre 2019, avant la pandémie? Je ne comprends pas la question. C'est R. Grégoire qui l'a posée. Anne, est-ce que tu veux préciser ta question? En fait, peut-être ce que je pourrais dire, c'est les émissions qu'on a vues pendant la pandémie représentent vraiment le niveau de réduction annuelle qu'on devrait faire à l'échelle mondiale afin d'atteindre les objectifs qu'on s'est donnés en matière de limitation de la température à 1,5 degrés Celsius. Autour de 5 là, de réduction par année. Et donc, c'est quelque chose d'unique. Ce que ça nous dit, c'est que les changements structurels sont tellement grands et on devrait utiliser ces moments de relance pour revoir nos systèmes afin qu'ils s'alignent en fait avec ces pourcentages de réduction. Mais en fait, Eddie, si tu me permets, si je comprends bien la question qui avait été posée, puis après ça, il y a une question de Pierre Richard par la suite, dans la boîte de conversation. Moi, j'ai l'impression que ce qui était demandé peut-être, c'est, on parle souvent de contenir le réchauffement de 2 degrés, idéalement 1,5, mais on en est rendu où? Je crois que dans les 10 dernières années, de mémoire, on est rendu à 1,1, 1,2 peut-être, quelque chose de genre. On n'a pas atteint 1,5 encore. Là. Je pense, dans ce que j'ai l'impression, la question allait peut-être dans ce sens-là. Ah oui, merci Pat, oui. Pour ce qui est de la question, Pierre, oui. Oui, c'est ça. Pour les gens qui n'auraient pas accès à la question sur le chat, Pierre Richard nous demande comment allons-nous pouvoir faire pression sur nos gouvernements alors que nous sommes confinés? Première partie de la question. Deuxième partie, que devrons-nous faire rendu à la COP? Manifester? Il y a beaucoup de choses. La première chose sur comment est-ce qu'on peut faire pression sur nos gouvernements alors que nous sommes confinés. Il y a eu une démarche quand même assez forte récemment qui a regroupé autour de 450 organisations canadiennes, qui est les principes pour une relance juste. Et donc, ça a vraiment permis à des organisations de la société civile de partout au pays de se rencontrer et de s'entendre sur des principes qui informent qui pourraient informer les politiques que le gouvernement vont mettre de l'avant. Et donc, ces genres de démarches-là, on se rend compte que le gouvernement, les politiciens sont en train de les entendre, de les écouter. Et puis, on remarque aussi, par exemple, du côté des syndicats, du côté des organisations environnementales au Québec, qu'il y a des coalitions qui sont en train de se créer, des citoyens engagés à l'intérieur des organisations de la société civile pour faire des pétitions, vraiment s'assurer que tous les moyens soient utilisés pour véhiculer le même message. L'action climatique, elle doit être juste et ambitieuse en même temps. Pat pourrait peut-être parler un peu plus du G15 et d'autres démarches, s'il le veut. Et concernant que devons-nous faire rendu à la COP, la COP, c'est un lieu de 25 000 personnes. L'année passée, le groupe de la société civile canadienne et québécoise avait été à la fois à l'intérieur des salles de négociation en train de discuter avec les négociateurs du gouvernement du Canada et d'autres pays, que aussi à l'extérieur en train d'appuyer, d'être en solidarité avec les groupes autochtones qui étaient dans les salles, différentes salles du palais de congrès, afin de manifester pour les droits humains et de se faire entendre. Donc, il y a une diversité de tactiques à l'intérieur d'un espace comme la COP qui permet aux participants de s'engager de différentes façons. Peut-être compléter, effectivement, Eddie, tu m'as interpellé. J'ai mis dans la boîte, là, justement, les principes pour la relance juste dont Eddie a parlé. Vous pouvez les consulter, l'adresse est là, mais vous pouvez les appuyer en tant qu'organisation, il n'est pas trop tard et automatiquement, vous êtes
sur une liste d'envoi et ça nous permet là, d'organiser d'autres événements là, qui nous permettront de mettre la pression nécessaire sur les gouvernements. Ultimement, pour faire suite à ce qui est dit, c'est spécial. On a toujours cru, nous, à la FTQ et moi personnellement, qu'il y a deux types de mobilisation. Il y a la mobilisation interne et la mobilisation externe, et l'une ne va pas sans l'autre, et l'une sans l'autre ne fonctionne pas. En fait, la mobilisation interne est tous les leviers qu'on peut avoir pour influencer les décideurs à l'intérieur de la machine. Donc, ceux qui ont des accès, ceux qui peuvent avoir une communication avec des ministres, avec des cabinets, avec d'autres organisations, faire le lobby politique nécessaire, et la mobilisation externe, qui est celle du rapport de force de la société civile, celle qu'on exerce dans la rue, cette pression-là qui a un impact électoral même. Donc, ça prend une cohésion entre les deux pour pouvoir nous permettre d'avoir un rapport de force nécessaire pour changer les choses. Ça, c'est la première des choses. Et dans le cadre de la COP, on le décline encore plus sur deux autres niveaux, soit le niveau local et le niveau international. Et naturellement, dans le cadre du collectif pour la société civile, on déplace près d'une centaine de personnes qui veulent bien venir à Glasgow, en Écosse, pour faire une mobilisation interne. Donc, ceux qui auront des accréditations qui vont jouer un rôle très serré de chien de garde auprès des représentants politiques qui seront à la COP. Et croyez-moi, ils sont très sensibles. Quand ils ont les projecteurs internationaux braqués sur eux, ils sont très sensibles à ce que la société civile dit et ils veulent pas mal plus que vous disiez oui, ça a du bon sens que l'inverse. Sinon, ça crée un tort et même ça peut même causer un tort au niveau du commerce international pour un État d'avoir sa société civile qui se rebelle un peu là, contre ces positions-là. Donc, ça, c'est la première des choses. Et l'autre, ça va prendre ce rapport de force-là externe aussi. Et c'est pourquoi il y aura aussi un contre-sommet durant la COP26 auquel les autres membres du collectif pourront participer à ce moment-là et faire cette pression-là à partir de la rue à Glasgow. Ça, c'est une étape. L'autre axe, c'est ici, au niveau local. Ça signifie que d'ici la COP26, tous les plans de relance qu'il y a en ce moment, toutes les initiatives qu'il y a économiques, la lutte au changement climatique, tout se recoupe, tout converge en fait, parce que le Canada va devoir arriver avec son plan pour contenir le réchauffement à 2 degrés quand il va se présenter à Glasgow. Et comme Eddy l'a dit tantôt, il n'y en a pas de plan de déposer pour l'instant. Donc, c'est ce travail-là interne qu'on doit faire jusqu'à la COP26 et le travail aussi dans la rue de poursuivre cette pression-là. Et particulièrement durant la COP26, il faudra qu'il y ait une mobilisation ici même au Québec pour se faire entendre. Donc, je vous dirais, pour répondre et compléter à ce niveau-là, c'est possible, il faut le faire, mais l'un va avec l'autre et on a besoin de tous et chacun. Je trouve ça quand même intéressant que la semaine prochaine, on va avoir une discussion beaucoup plus précise et pointue avec quelqu'un qui vient de l'interne. Et donc, je vous dirais que en ce moment, tout est vraiment modulable et il faut l'utiliser pour s'assurer, en fait, que le Canada et le gouvernement entendent que l'action climatique, elle est tout simplement pas négociable. Merci beaucoup, Eddy et Pat, pour les précisions. Comme Pat l'a souligné, c'est clairement pour nous qui mettons sur pied les collectifs de la société civile québécoise aussi important d'être à l'intérieur qu'à l'extérieur des COP et c'est pourquoi nos collectifs s'adressent à tout le monde. C'est-à-dire qu'au sein du collectif, il y a des gens qui seront accrédités, comme Pat le dit, il y en a qui ne le seront pas et toute personne participant au collectif pourra participer pleinement à la COP d'une certaine façon parce que le sommet alternatif parallèle qui va avoir lieu va aussi être un espace où vont pouvoir être offerts, partagés différents types d'ateliers, de tables rondes, d'organisations. Le contre-sommet, comme Pat disait, est très organisé lui aussi. Donc oui, il y a des manifestations dans la rue, mais il va y avoir aussi un sommet parallèle à la COP. Et pour y avoir participé plusieurs fois, pour avoir eu un gros collectif de la société civile en 2015 à Paris, aux Accords de Paris, la participation aux deux des membres du collectif faisait que le soir, on se retrouvait à l'hôtel et on faisait des débriefings où les gens qui étaient à l'interne nous partageaient les enjeux de la COP
et les gens qui étaient à l'externe pouvaient réagir en faisant des pressions. Donc, si des gens à l'interne nous disaient « il se passe telle chose, il y a tel enjeu », les gens qui étaient à l'extérieur pouvaient faire des pressions sur ces mêmes enjeux-là. Donc, il y avait toute une dynamique, une stratégie de la société civile dans son ensemble, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pour participer pleinement et faire avancer les choses. Donc, c'est extrêmement constructif et tous les secteurs et toutes les personnes qui ont un intérêt sont les bonnes personnes et sont les bons secteurs. On comprend avec la présentation d'Eddie que c'est clairement pas un enjeu environnemental. La question des changements climatiques est un enjeu transversal qui touche tous les secteurs, donc tout le monde est bienvenu. Et sur ce, puisque le temps file, j'aimerais remercier infiniment Eddie pour sa participation cette fois-ci et dans les semaines à venir, et à Pat aussi. Merci à Denis d'avoir organisé tout ça. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, donc le 16 juin à la même heure, mardi prochain de 15h30 à 16h30, on aura la chance de poursuivre la série de webinaires avec le webinaire qui va s'intituler « Contexte de l'organisation de la COP26 depuis le début de la pandémie et l'importance de bâtir un narratif maintenant ». On vient d'avoir la confirmation que va se joindre à Eddie la consul britannique qui va partager le webinaire avec lui. Donc, quand Eddie parlait qu'on aura quelqu'un de l'interne, on est très privilégié d'avoir cette personne-là qui a envie de parler avec la société civile qu'on est. Et le 23 juin, bien sûr, pour finir en beauté, la veille de la Saint-Jean, à la veille de la fête nationale, on aura une discussion sur la participation du Québec au COP. Donc, plus spécifiquement, quel est notre rôle et comment on s'organise au Québec, de façon à ce que tout ça prenne forme et qu'on soit de vaillants citoyens acteurs. Donc, je vous remercie infiniment tout le monde d'avoir été présent. Au plaisir de vous revoir dans les semaines à venir. Passez le message. On est très accueillants et on est ouvert à tous les secteurs et à toutes les générations. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.